pires conditions. Martin, malgré l'énorme gouffre qui le séparait de cet homme, gouffre que les livres avaient creusé, n'éprouvait aucune difficulté à se remettre à son niveau. Toute sa vie, il avait vécu dans la classe ouvrière, et l'esprit de camaraderie du travail était chez lui une seconde nature. Il trancha le problème du coût du voyage, il expédierait sa malle par train et irait à bicyclette. C'était à 75 km environ. En partant le dimanche, il serait au travail le lundi matin. En attendant, il allait faire ses paquets. Pas d'adieu à faire, Ruth et sa famille passaient l'été dans la Sierra au lac Tahoe. Le dimanche soir, il arriva à Shelly Hot Springs, las et poussiéreux, et fut reçu à bras ouverts par Joe. L'hôtel était plein et le linge sale s'accumulait. Ils firent des prodiges. Ils travaillèrent tard la nuit et recommencèrent tôt le lendemain. La petite blanchisserie à vapeur était parfaitement organisée. Les machines les plus modernes y faisaient tout ce qu'il est possible à des machines de fer. Martin tria de grands tas de linge sale tandis que Joe mettait la lessiveuse en marche et préparait des provisions nouvelles de savon mou dont la composition chimique l'obligeait à se protéger le nez, la bouche et les yeux avec des serviettes, ce qui le faisait ressembler à une momie. Une fois le triage fini, Martin l'aida à tordre le linge en le plongeant dans une rotative à plusieurs milliers de tours à la minute. Puis Martin alterna entre le séchoir et le tordeur en secouant entre-temps les bas et les chaussettes. Puis ce fut le repassage du linge de corps à nouveau jusque tard dans la soirée. C'était une chaude nuit californienne, et malgré les fenêtres grandes ouvertes, la pièce avec son fourneau à repasser chauffé à blanc était une vraie fournaise. Joe peinait fiévreusement comme une machine forcenée, aidé par cette autre machine, Martin Eden, un homme. Il fut surpris d'être aussi fatigué en entrant dans sa chambre. Il avait oublié qu'il était resté sur ses jambes 14 heures sans arrêter de travailler. Il mit le réveil à 6 heures et calcula qu'il pourrait, en se réservant 5 heures de sommeil, lire jusqu'à 1 heure. Il enleva ses chaussures pour délacer ses pieds enflés, s'assit à la table et ouvrit le livre qu'il avait commencé 2 jours auparavant. Mais dès les premiers mots, il eut de la peine à concentrer son attention. Puis, il se réveilla courbaturé et glacé par le vent de la montagne qui soufflait par la fenêtre. Il regarda la pendule. Il était 2 heures. Il planta le livre devant lui, soutint ses paupières du bout de ses doigts et s'endormit les yeux grands ouverts. Alors il s'avoua vaincu et se coucha. Un lourd sommeil le terrassa, et lorsqu'il en fut brutalement tiré par la sonnerie du réveil, il sentit qu'il n'avait pas assez dormi. Les soirs suivants, Martin n'essaya même plus de lutter. De toute la semaine, il n'avait pas lu le journal, et chose étrange, cela ne lui manquait plus. Les nouvelles ne l'intéressaient plus. Il était trop fatigué, trop abruti pour penser à quoi que ce soit, bien qu'il projetât, s'il finissait son travail le samedi à 3 heures, de partir pour la bibliothèque d'Auckland à bicyclette. 75 km pour aller, autant pour le retour le dimanche. En dehors de cela, impossible de penser. Il ne savait plus qu'il aimait Ruth. Elle n'existait pas, car il n'avait pas le temps de se souvenir d'elle. Aucune ambition ne l'éperonait plus. Son âme semblait morte. Les secrets de la poésie ne l'attiraient plus. La vie lui sembla intolérablement monotone, stupide, amère au goût. Mais le samedi après-midi, quand le travail fut fini, le désir d'oublier l'emporta. Il envia Joe là-bas au village, traînant ses coudes sur le zinc du bar, ressassant de façon inepte d'ineptes choses, oubliant dans son ivresse le lundi matin et l'éreintant